Bonjour et bienvenue à la Culture en action. Aujourd'hui, samedi 12 décembre, j'ai l'honneur de vous présenter 3 nouvelles expositions qui sont présentées ici au Carrefour culturel Paul Médéric. Premièrement, j'ai l'exposition La forêt marine d'un collectif d'artistes de Les Éboulements. Ensuite, l'exposition État lumineux de Mme Christine Morancy. Et finalement, Les hasards de l'art de M. Michel Tremblay. Également, à la Bibliothèque René Richard, l'exposition Jaune est présentée par la Corporation Lumière Image de Charlevoix jusqu'au 20 février. Bonne émission! La première exposition que j'ai à vous présenter aujourd'hui s'intitule Forêt marine. La forêt marine, et c'est présenté par un collectif d'artistes de Les Éboulements. J'ai la chance d'avoir avec moi M. Jean-Pierre Léger, qui est un des artistes qui expose dans cette exposition, mais qui est aussi le coordonnateur de l'exposition. Bonjour, M. Léger. Oui, bonjour. Je suis heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui au Carrefour Paul Médéric. J'aimerais savoir comment cette exposition a été initiée au départ. Oui, l'idée, en fait, c'est que depuis en juin dernier, la municipalité des Éboulements était hôte en fait, ce qu'on appelait la remise des prix du patrimoine. C'était les deux MRC qui organisaient ça, mais le comité touristique des Éboulements était chargé de faire des événements parallèles à cette journée-là. Puis donc, évidemment, comme moi, je suis artiste-artisan, mais je dis pourquoi pas mettre en valeur les artistes des Éboulements. Donc, c'était l'occasion, puisqu'il y avait 350 représentants de 15 MRC qui étaient au village, pourquoi pas mettre en valeur le travail des artistes. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça a été mis sur pied au départ. C'était ça l'idée. Oui. Ça a commencé d'abord à la papeterie Saint-Gilles, en fait, à l'origine, au mois de juin. La même exposition. Oui. OK. Donc, cette exposition-là a commencé à la papeterie Saint-Gilles, c'est ce que vous Oui, me dites? Oui, c'est ça. Donc, au début, il y avait juste quelques exposants? Oui, d'autres se sont ajoutés. C'est ça, le groupe initial était plus petit. Par la suite, évidemment, à la papeterie Saint-Gilles, on ne peut pas passer l'été à la papeterie Saint-Gilles. Ils ont leur propre mandat, leur propre rôle. Donc, le reste de l'été, les œuvres ont été distribuées dans 2 des auberges à Saint-Joseph-la-Rive. Okay. Pour se terminer cet automne à la Bibliothèque municipale des Éboulements. Et puis, finalement, nous voici à Baie-Saint-Paul. Une fois qu'elle est montée, l'exposition, de plus en plus, c'est ça, il y a de plus en plus d'artistes qui ont participé. Et comme ici, on a plus d'espace que dans les expositions précédentes, ça permet aux artistes aussi de fournir plus d'œuvres, avoir une meilleure idée de leur travail aussi. Donc, même si on l'a vu aux Éboulements, ça vaut la peine de venir ici? Oui, je pense que oui, parce qu'elle est plus étoffée. Oui, tout à fait. Ah, OK. Et puis, pourriez-vous me parler du thème? Pourquoi la forêt marine? Oui. L'idée de la forêt marine, comme c'était dans le cadre de la remise des prix du patrimoine, on s'est posé la question, qu'est-ce qui est vraiment typique aux Éboulements, qu'est-ce qui est vraiment patrimonial? Au fond, c'est vraiment le travail de la construction de goélettes. Donc, le travail en forêt, les gens qui abattaient les arbres pour d'autres qui construisaient le goélette. Donc, toute la communauté est interpellée par ce thème-là. Donc, c'est ça qui a été l'idée de départ. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là. Oui, voilà. Mais la forêt marine, c'est pas quelque chose qui a commencé au musée maritime? Oui, bien justement, c'est ça. Comme sur le comité touristique, il y a aussi des gens représentants du musée maritime qui étaient présents aussi. C'était aussi l'idée de se dire, oui, effectivement, c'est un projet qui a été mis sur pied par le musée maritime avec la faculté de foresterie de l'Université Laval. Donc, c'est un projet qui, éventuellement, en fait, on parle de la forêt, on parle de ce qui est en flanc de montagne, au fond. Il y a un sentier, d'ailleurs, qui s'appelle comme ça, juste derrière la papeterie Saint-Gilles, la forêt marine. Donc, c'est un projet du musée maritime avec l'université pour redonner, parce que comme les arbres ont été abattus, l'idée, c'est de redonner à la nature, la laisser reprendre ses droits pour qu'enfin, les essences nobles puissent repousser pour que dans 350 ans d'ici, il y ait 2 goélettes qui soient construites de façon traditionnelle. Donc, c'est vraiment dans l'esprit, c'était vraiment un patrimoine dans ce sens-là que c'est très patrimonial, parce que c'est très relié au savoir-faire local. Donc, c'est ça. Oui. Est-ce que vous savez, c'est justement, moi, le titre m'inspire beaucoup et en même temps, la forêt marine, est-ce que c'est quelque chose d'unique? Est-ce qu'il faut absolument que ce soit une forêt qui pousse en bordure d'un fleuve ou d'une mer pour s'appeler comme ça? Est-ce que oui, est-ce que c'est des essences particulières qui ne pousseraient pas ailleurs? Ou Ça, là-dessus, évidemment, c'est le musée maritime qui travaille là-dessus avec les gens en foresterie de l'Université Laval. Là. Mais l'idée de départ, c'était vraiment parce qu'au fond, il y avait plein d'arbres qui ont aidé à construire les goélettes, mais qui sont à peu près disparus. Donc, c'est vraiment le lien entre la mer et la forêt, c'est ça. Mais évidemment, on peut penser de façon plus large que ça, parce que plusieurs des goélettes ont été construites par la suite par des arbres qui venaient des environs, mais pas nécessairement directement derrière, par exemple, la papeterie Saint-Gilles. C'est ça. Mais on veut remettre sur pied
c'est cette forêt-là en particulier qu'on protège pour redonner, donner la chance que les espèces reprennent leur place. Voilà. C'est quoi le lien entre les artistes puis ce projet-là? Oui. Bien là, évidemment, c'est ça, il fallait trouver un thème qui interpelle les artistes. Il y en a qui sont interpellés de façon très directe. Je prends par exemple Florentine Audette, qui, au fond, son père a abattu des arbres dans le Mont-Sainte-Marie qui ont servi à construire justement la dernière goélette traditionnelle, qui est le Mont-Sainte-Marie. Okay. Donc elle, quand elle a fait son tableau qui s'appelle Le Bûcheron, bien évidemment, elle est directement reliée à ce thème-là. La même chose avec, par exemple, Natacha Audette. Son père a travaillé sur les bateaux, donc il y a plusieurs œuvres de Natacha qui sont reliées à la mer, à la vie au village, à Saint-Joseph-de-la-Rive. Puis on a des déganiers qui sont ajoutés aussi. Il y a une jeune céramiste finissante du cégep de Limoilou en céramique, Laurence Desgagnés, qui elle aussi, évidemment, quand on parle de la famille Desgagnés, c'est directement relié au travail de la mer et de construction de goélettes. Puis il y a Yves Desgagnés, lui-même, en fait, comédien, qui, ses premiers amours étaient en beaux-arts, en art, donc il s'est remis à la peinture. Donc il y a une œuvre de Yves Desgagnés aussi, oui, wow. qui est très personnelle également, parce que on voit un portrait de sa mère qui attend son mari qui est parti en mer. Donc voilà. Sinon, pour les autres artistes, c'est quoi le lien entre ce thème et l'exposition? Bien, un peu comme je disais tantôt, c'est pas tout le monde qui est relié de façon aussi directe, mais malgré nous, la nature est tellement omniprésente aux éboulements. Il y a la forêt, elle est là, la mer. Donc, on est interpellé parce que c'est omniprésent, donc ça nous, sans même qu'on s'en rende compte, ça nous imprègne dans notre travail de création, au fond. C'est un peu pour ça aussi. Puis c'était l'idée de voir comment ça interpelle les artistes, ce thème-là. Puis c'est un peu pour ça que l'idée a été lancée, c'est de voir quel est le lien avec, justement, c'est ça, les artistes et le thème, voilà. Oui, les artistes et la mer, les artistes et la montagne. Absolument, oui. Justement, ces artistes-là ne doivent pas tous travailler dans les mêmes disciplines. Quelle discipline, quelle technique on peut voir ici aujourd'hui? Oui, on trouve principalement des peintres, alors soit qui travaillent l'huile ou l'acrylique, donc il y a plusieurs peintres majoritairement, mais il y a quelques sculpteurs également, par exemple Jean-Michel Simard ou Natacha Audet qui est peintre, mais aussi sculpteur. Donc, il y a des sculpteurs et il y a aussi des céramistes, des jeunes céramistes, un peu comme je disais tantôt, une jeune finissante de l'école du cégep de Limoilou, puis il y a une autre céramiste qui est installée dans le rang Sainte-Marie aux Éboulements, qui était une nouvelle arrivante de l'an dernier, qui était d'abord à Montréal, qui était une finissante du centre de céramique Bon Secours. Donc, il apporte ce que j'aime aussi dans l'exposition, il y a des gens installés, des artistes qui sont installés depuis longtemps, reconnus, mais il y a aussi des jeunes artistes, c'est ce qui amène, je trouve, aussi une différence, vraiment de fraîcheur, puis une variété aux œuvres exposées. En parlant des exposants, vous êtes combien dans On est 16. Vous êtes 16. Oui. Tous des éboulements? Tous des éboulements, absolument. C'était la règle, le thème et la provenance des artistes. Oui. Donc, presque tous les artistes des éboulements sont effectivement, représentés, si je comprends bien. Oui, il en manque en fait 2 ou 3 là, pour différentes raisons. On peut dire que c'est vraiment très représentatif de ce qu'on trouve aux éboulements comme artistes. Oui. Ce qui est assez typique aux éboulements, moi-même, en fait, ma conjointe vient des éboulements. D'ailleurs, on habite maintenant à la maison où elle est née, X années, je ne dirais pas le nombre d'années, mais elle a quitté à l'âge de 9 mois. Bon, c'est vraiment un retour. Donc, c'est un retour aux sources. Mais ce que je veux dire aussi, ce qui frappe quand on va dans le village, c'est qu'il y a une vingtaine d'ateliers d'artistes pour une population d'à peine 1200 habitants. Ça, c'est assez exceptionnel. Vraiment, c'est vrai que c'est très là-dessus, on se dit, où est-ce qu'il y a une telle concentration d'artistes? Là, je défie n'importe quel coin du Québec d'être d'avoir une aussi grande concentration. Vraiment, vraiment. Donc, je crois qu'on a fait le tour. J'invite la population, bien sûr, à venir voir cette magnifique exposition. Je vous remercie, M. Léger. Bien, ça fait plaisir. Merci.
que j'ai à vous présenter aujourd'hui se nomme État lumineux et est présentée par Mme Christine Morancy. Bonjour, Mme Morancy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Carrefour culturel. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous. J'aimerais savoir, depuis combien d'années vous peignez? Depuis combien d'années vous êtes dans l'art? En fait, du plus petite que je me souviens, je dessinais. Donc, ça remonte à très, très loin. Et ça a été assez persistant chez moi pour que je fasse des études en conception graphique. Donc, ça touchait le graphiste, ça touchait aussi tous les médiums artistiques, parce qu'à l'époque, j'avais des professeurs qui étaient des artistes. Ça s'est fait au collège, dans un collège qui était à Villevanier, qui se faisait en 3 ans. Donc, ça a été des études graphiques. Et donc, j'ai jamais cessé d'être dans les médiums de toutes sortes, à m'amuser avec ça. C'est de là qu'est née la passion pour peindre. Et j'ai fait, je vous dirais, peut-être une 20aine d'années en graphisme et illustration. Okay. À travers ça, je peignais, mais pour mon propre plaisir. Et en 2005, j'ai cessé les activités de graphisme professionnel pour me consacrer uniquement à mon travail d'artiste. OK. Alors, comme formation, c'est vraiment une formation de graphiste que vous avez. Exactement, oui. Oui. Et qui vous a amené vers la peinture, oui, le dessin, etc. Quel médium utilisez-vous présentement? Qu'est-ce qu'on peut voir ici dans cette exposition? Ici, État lumineux est une exposition toute récente qui est des œuvres qui ont été produites depuis février 2015. Donc, c'est vraiment ma production qui est actuelle. Et les médiums sont très différents de ce que j'étais habituée de toucher, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup arrêté mon art sur l'acrylique à un moment donné. Pendant quasiment 10 ans, ça a été l'acrylique. Et présentement, c'est l'œuvre numérique et le crayon de couleur principalement. Alors, le crayon de couleur, ce sont des œuvres qui sont principalement en une seule couleur avec des crayons Prismacolor sur un fond de toile et je rehausse certaines parties en acrylique dépendamment des effets que je veux donner. L'autre forme, c'est l'art numérique. Donc, c'est vraiment là, du travail qui est fait par ordinateur. Est-ce que vous avez toujours fait ça de la création numérique? Ça fait longtemps que... C'est très nouveau. C'est sûr que c'est un petit reliquat, si je peux dire, de la formation de graphisme. Parce qu'en graphisme, moi, dans les années où j'ai étudié, la façon de faire des dessins à l'ordinateur était toute nouvelle. Donc, j'ai été déjà baignée dans les nouveaux médias qui existaient à l'époque. C'est-à-dire que si un client voulait une enseigne, plutôt que de faire les dessins à la main, vous savez, mettons, pour dessiner boutique, telle chose, c'était déjà les médias, les ordinateurs qui arrivaient sur le marché. Donc moi, j'ai tout ce bagage de formation-là. Je l'ai délaissé quand j'ai eu vraiment la vague, l'élan de travailler à l'acrylique, mais là, c'est revenu en 2015 grâce à des nouvelles technologies, des tablettes qui existent, des outils qui sont vraiment de la fine pointe et qui permettent de faire de la création de la même manière que font ceux qui travaillent pour faire des jeux vidéo ou du cinéma d'animation, par exemple. C'est un peu les mêmes sortes de logiciels que j'emploie. Donc, c'est tout nouveau. C'est vraiment du 2015, là. OK. Tout frais. Alors, dans État lumineux, qu'est-ce qu'on parle? État lumineux, c'est une exposition qui présente une facette un peu inconnue ou laissée de côté de la lumière et qui est l'angle spirituel. Alors, c'est le côté un peu personnel et, je dirais, plus spirituel de qu'est-ce que représente la lumière que l'on porte en soi, qui nous habite et qui nous façonne, qui nous fait grandir. Donc, c'est cet aspect-là que j'ai voulu représenter de 2 façons différentes. De la première façon, avec le numérique, parce que le numérique permet d'aller chercher, avec les outils spéciaux, des effets de lumière qu'on ne pourrait pas rendre autrement qu'avec vraiment là, le travail de jeu d'effets par ordinateur. Et l'autre façon, les fonds noirs en acrylique et le dessin en Prismacolor, c'est pour garder l'aspect de sombreté par rapport aux effets de lumière. Et là, ça va chercher l'angle de... Parfois, en soi, il faut aller voir nos petits démons intérieurs pour laisser surgir le côté plus lumineux par la suite. Alors, en lisant la démarche artistique, lorsque les gens vont venir visiter mon exposition, ils vont être à même de comprendre et de saisir un peu plus là, quelle était la profondeur de la démarche pour l'illustrer de ces 2 façons-là. C'est très intéressant. Est-ce que vous avez un site Internet? Est-ce qu'il y a moyen de vous découvrir autrement qu'en venant ici au Carrefour culturel? Oui, les gens peuvent suivre mon site Internet qui est à mon nom, christinemorancy.com. Et la façon principale, sur mon site Internet, c'est sûr que c'est l'endroit pour prendre le temps de lire. Mes démarches artistiques sont toujours là, même les démarches qui ont trait au style par lequel j'ai travaillé dans les années passées. Donc, les démarches sont là, ma biographie complète est là, le dossier de presse, bon, tout ça.
La façon actuelle d'être en contact avec moi puis d'avoir les primautés, les primeurs, les choses de tous les jours, c'est vraiment la page Facebook. La page Facebook se retrouve dans la colonne de gauche de mon site Internet. Les gens cliquent, ils ont accès à ma page professionnelle et c'est vraiment là-dessus. Là. Vous voyez, je faisais mon montage ici jeudi. En arrivant, j'ai pris une photo. Parfait, c'est parti. On met ça sur Facebook. Les gens sont avec moi tout le temps en direct. Donc, c'est la façon la plus propice là, de me laisser un petit message puis d'être en contact. Puis, est-ce que vous avez un atelier, un endroit où on peut aller vous voir pour de vrai? Oui, physiquement, ça se passe à côté du Musée de la Civilisation, au 17 rue de la Barricade, donc dans le Vieux-Québec. C'est très accessible. C'est vraiment fun parce que c'est vraiment l'endroit culturel aussi là, du côté de la ville. Donc, c'est à cet endroit-là que j'ai un petit coin pour peindre. Qui est un peu bordélique parfois, là, un petit atelier d'artiste, mais quand même, c'est là que je rencontre les gens qui viennent voir mes nouveautés, qui peuvent acquérir une toile. C'est vraiment un bel endroit, je suis bien d'accord. Alors, ce fut vraiment un plaisir, Madame Morancy, de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est sûr que j'invite le public à venir voir votre exposition. C'est vraiment très intéressant. Bien, merci à vous de m'accueillir dans ce superbe endroit. Merci beaucoup. La troisième exposition que j'ai à présenter aujourd'hui se nomme Les hasards de l'art et est présentée par M. Michel Tremblay. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec sa conjointe, Mme Rose-Marie Galland, qui va nous parler de cette exposition. Bonjour, Mme Galland. Bonjour. Heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Pourriez-vous me parler un peu de l'exposition de Michel? Qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve principalement des tableaux, ce qui est nouveau pour Michel. C'est sa première exposition solo. Et on va retrouver également des vitraux. Je crois que M. Tremblay est plus connu pour ses vitraux. Exactement. Michel a commencé le vitrail parce qu'il a été pendant des années carreleur. Puis quand le métier de carreleur il est trop rentré dans les genoux ou les épaules, il a cherché autre chose. Puis c'est vraiment, les hasards de l'art, ce n'est pas... c'est vraiment un thème qui a été choisi pour ça, parce que toute sa carrière s'est développée sur les hasards. Donc le vitrail, c'est vraiment ce qui a commencé. Il a commencé en 2000. En 2000, le vitrail? Oui. Et la peinture est arrivée quand? En 2011. Oh! C'est vraiment nouveau. Et puis, on va commencer peut-être par parler du vitrail. C'est quoi la technique qui est utilisée par Michel? Michel, il préfère la technique Tiffany. Donc, c'est la technique qu'on utilise le ruban de plomb, qu'on enrubane un ruban autocollant. D'ailleurs, les gens pourront avoir, là, on a un petit panneau qui explique ça, parce qu'il y a beaucoup de vitraux qui sont faits, les vitraux dans les églises, avec la bande de plomb. Mais c'est pas la technique que Michel utilise. Il utilise la technique Tiffany. Et où c'est spécial, c'est parce qu'il utilise au niveau du verre, il fait des lampes aussi. Les gens vont le voir dans le portfolio, pas nécessairement ici, mais il fait des lampes avec tout le verre qu'on trouve sur le bord de l'eau. Ah, oui, ce qu'on appelle le verre flotté. Tout à fait. Et maintenant, la technique qu'on retrouve dans les toiles. Comment les toiles, ça, c'est un peu spécial. Et moi qui fais des choses avec le sable, je t'avoue, j'envie un peu la technique qu'il a trouvée. Quand les gens vont voir les toiles, ils vont trouver peut-être qu'entre les toiles puis les vitraux, parce que Michel a beaucoup de noir, il n'a pas pu se détacher complètement du vitrail. On a comme un effet vitrail. Mais là où il a trouvé quelque chose qui est particulier, c'est parce que il sait utiliser les pinceaux puis les spatules. Ça, là, ça lui plaisait plus ou moins. Ça fait qu'il a remplacé la spatule par un bardeau de cèdre. Fait que quand les gens vont voir les traits dans les tableaux, c'est souvent un bardeau de cèdre il a fait un petit peu des dents. Il peut être plus large, moins large, puis il fait une trace. Et ensuite, il va travailler sur la trace qu'il a laissée. Ah, OK. Intéressant. C'est quoi est-ce qu'il y a un lien entre ces vitraux et ces œuvres? Au début, il n'y en avait pas vraiment, sauf peut-être le fait d'avoir beaucoup de noir, là, comme on a des joints. Oui. Et avec le temps, dans ces explorations, ces multiples explorations, je trouvais qu'il n'en finissait plus de faire des explorations. Les thèmes se recoupent. Donc, les arbres qu'on retrouve quelquefois, comme celui qui est là, peuvent se retrouver dans les vitraux. Il y a des thèmes qui se chevauchent de un à l'autre. Et le fait d'avoir, parce que les tableaux, c'est arrivé à cause d'un atelier qui a suivi, et le fait d'avoir mis la main à la peinture a aussi influencé sa façon de faire les vitraux, son agencement de couleurs. Donc, il y a un pont qui s'est créé entre les deux. Et puis, dans l'exposition ici, est-ce qu'il y a un thème qui regroupe tout ça? Je pourrais dire l'exploration puis les arbres. Mais ce qu'on trouve d'autre ici qui est particulier, c'est le lien avec les peintres. C'est qu'on a fait longtemps partie, on est encore dans le collectif, le collectif Le Créa, le collectif qui a déjà exposé ici au Carrefour. Et on a fait affaire avec des peintres quand on avait des événements, quand c'était nos présidents d'honneur. Et il y a un lien qui s'est créé, entre autres, avec Mario Baudouin. C'est pour ça qu'ici, on retrouve 2 vitraux de Mario qui ont les thèmes inspirés de Mario Baudouin. C'est que le Créa a reçu un tableau de l'artiste et Michel, pour faire un clin d'œil au peintre, a refait le tableau en vitrail. Et là, le peintre a dit, Michel, vas-y, il était estomaqué, tu peux t'inspirer aussi longtemps que tu veux de mes œuvres. Et il y avait déjà ce lien-là entre la peinture et les vitraux de s'inspirer quelquefois d'œuvres de peintre pour aller vers les vitraux. Mais pour ce qui est de Michel, lui, c'est plus le thème arbre. Oui. Vos œuvres, à part ici, c'est où qu'on peut les trouver ailleurs? Je dirais que les tableaux, c'est tout à fait nouveau, donc il faut développer les endroits où est-ce que les tableaux vont se retrouver. Et comme on a un atelier à Forestville qui est ouvert au public, on n'a pas beaucoup d'endroits. On a le musée de cette île où est-ce qu'on met des œuvres. On en a placé ici parce qu'on a fait des expositions. Et on en a à notre atelier qui est à Forestville. Mais il n'y en a pas nécessairement dans les boutiques ou dans les ateliers, là. Quelqu'un qui a un coup de cœur, est-ce qu'il peut prendre une commande avec Michel? Est-ce qu'il peut... Dans la mesure où on est capable de répondre au goût du client,
On peut faire des créations sur mesure. Ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Et on peut prendre des commandes. Donc, il suffit par courriel maintenant, c'est facile de communiquer. Puis, oui, pouvez-vous nous le donner, votre courriel? Ça pourrait peut-être être utile. Le courriel de Michel, c'est Caro Michel. Caro comme des carreaux de céramique, C-A-R-O Michel, @globetrotter.net. D'ailleurs, les gens qui remarqueront, ils signent Caro parce que c'était son nom de caroleur. Ah, je me suis vraiment posé la question ce matin d'ailleurs. Finalement, c'est peut-être un peu curieux comme question ce que je vais vous poser. Qu'est-ce que des gens de Forestville viennent faire au Carrefour culturel à Baie-Saint-Paul? Je pense que les gens de Forestville, tout à l'heure j'ai parlé du collectif Le Créant, c'est qu'on a découvert le Carrefour de Baie-Saint-Paul, on a découvert cet endroit-là et on a développé, je dirais, beaucoup d'amour pour cet endroit-là. On aime les salles, on aime l'accueil, on aime comment on est reçu. Et quand Michel a parlé que peut-être il aimerait faire connaître un peu ces tableaux, qui étaient prêts à sortir de l'ombre avec ces tableaux, le premier endroit où ça lui plaisait de faire le saut, c'est ici, à Baie-Saint-Paul, parce qu'on trouve que c'est un peu exceptionnel comme endroit. On a de l'aide pour monter les expositions, ça fait qu'on est vraiment très heureux là, de partir en étant ici à Baie-Saint-Paul. Alors, si je comprends bien, c'est une vraie primeur, là. Oui, d'abord, c'est sa première exposition solo, et en plus, comme c'est un solo duo, parce que c'est vitrail, tableau, mais c'est la première fois que les gens vont voir ces tableaux étalés de cette façon-là ici. Et merci beaucoup, Madame Galland. Je vous souhaite une bonne exposition. Bonjour, bienvenue à tout le monde, bienvenue à ce vernissage de nos 3 nouvelles expositions. Alors, je me présente, je suis Joanne Saint-Gelais, je suis directrice adjointe culture et loisirs à la ville de Baie-Saint-Paul. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir.
Je voudrais saluer, en fait, dans l'assistance, la présence de M. Pierre Tremblay, le maire de l'Iséboulement. Alors, bienvenue parmi nous. Également, je vais malheureusement souligner l'absence de notre maire, M. Jean Fortin, qui m'a appelé tout à l'heure pour nous informer qu'il ne pourrait malheureusement pas exceptionnellement venir être présent aujourd'hui. Et je dois vous dire que c'était vraiment exceptionnel, c'est très, très rare. M. Fortin est toujours présent, est toujours des nôtres. Donc, il m'a demandé évidemment de vous saluer au nom de la ville de Baie-Saint-Paul, de l'excuser évidemment là, de son absence. Aujourd'hui, en fait, on dévoilait juste un petit peu plus tôt aujourd'hui à la Bibliothèque René Richard l'exposition Jaune de la Corporation Lumière et Images de Charlevoix qui va être présentée jusqu'au 20 février. Alors, vous êtes évidemment invités aussi à aller faire un petit tour de ce côté-là. Et nous aussi, au Carrefour culturel, aujourd'hui, on inaugure les nouvelles expositions, donc 3 nouvelles expositions. Ça nous fait plaisir, évidemment, d'accueillir les artistes et aussi de vous accueillir, public, parce que c'est l'occasion, justement, on le fait conjointement, on fait les 3 expositions en même temps pour que vous ayez la chance de rencontrer les artistes des autres expositions qu'on va inviter, évidemment, à venir présenter simplement leurs expositions, mais vous êtes invités à aller les rencontrer individuellement par la suite. Alors, on va commencer avec les salles du haut. Alors, avec Mme Christine Morancy, qui est de Québec. Son exposition s'appelle « État lumineux ». Bonjour tout le monde. Je souhaite remercier le Centre culturel d'abord de m'inviter ici. C'est un très bel endroit. Et donc, mon nom est Christine Morancy. Je suis native de l'île d'Orléans. J'habite le Vieux-Québec. L'exposition que je vous offre aujourd'hui et qui s'appelle « État lumineux » porte sur l'aspect spirituel de la lumière. On est habitué de voir la lumière en tant que physique, celle qui nous éclaire et celle qui nous chauffe de façon naturelle en pensant au soleil. Mais on oublie souvent d'autres aspects de la lumière qui sont plus subtils et mon exposition traite de l'aspect qui est spirituel, c'est-à-dire la lumière qu'on porte en nous et qui souvent demande à être dévoilée par un regard plus attentif de ses aspects les plus sombres. Alors, on porte toute une lumière. J'invite les gens à regarder cette exposition-là avec cet œil-là, à lire ma démarche artistique qui est sur le mur pour comprendre un peu où je veux vous amener avec ça et peut-être au plaisir de découvrir votre propre lumière. C'est un expo qui m'a fait plaisir de travailler de 2 façons, de 2 médiums différents, dont le médium numérique, qui est tout nouveau pour moi depuis 2015 et qui apporte vraiment des effets qui sont, disons-le, lumineux. Alors, bonne exposition et merci d'être avec nous. Alors, merci beaucoup. Alors, nos expositions sont présentées jusqu'au 6 mars. Maintenant, on va y aller avec Hasard de l'art de Michel Tremblay, qui est de Forestville. Alors, je vais l'inviter à venir vous adresser quelques mots. Alors, messieurs, mesdames, bonjour. Ça me fait énormément plaisir d'être ici. Je vais probablement être plus brève que Mme Christine. C'est mon première exposition solo. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. Si vous avez des questionnements ou quelque chose à me raconter, je vais être ici à côté pour vous rencontrer. Je vous remercie. Alors, M. Tremblay nous a amené avec lui 2 techniques. Alors, il transforme verrier, artisan du verre, et il est aussi peintre. Donc, il nous a apporté ces 2 médiums qu'il a exploités pour son exposition. Maintenant, dans la grande salle, l'exposition La forêt marine, qui est du collectif de Les Éboulements. Je vais inviter M. Jean-Pierre Léger à venir nous en parler. Merci d'être là. Bon, moi, ça va être un peu plus long. Je représente 16 artistes, alors. C'est ça. 1 minute par artiste. Simplement pour dire, il y en a peut-être qui vont me trouver redondant parce que le petit discours que je fais là, je l'ai fait au mois de juin dernier. En fait, c'est que l'idée de la forêt marine, simplement pour dire d'où ça vient, l'idée de monter une exposition autour du thème de la forêt marine, c'est qu'au départ, en juin dernier, la municipalité des Éboulements était invitée à accueillir, en fait, la remise des prix du patrimoine. Ça, c'est organisé par les 2 MRC. Par contre, à la municipalité, le comité touristique, on était chargé de faire des événements parallèles pendant cette journée-là. Et comme moi-même, je suis un artiste habitant les Éboulements, je me dis pourquoi pas, c'est une belle occasion de mettre en valeur les artistes qui sont du village, parce qu'au fond, il y avait 350 personnes qui venaient de 15 MRC, donc c'était une belle occasion de donner de visibilité aux artistes. Donc ça, c'est le point de départ. Ça a eu lieu en juin dernier à la papeterie Saint-Gilles. Après ça, la même exposition s'est promenée, passer l'été dans les auberges à Saint-Joseph-la-Rive pour se terminer à la bibliothèque municipale le mois dernier aux Éboulements. Mais puisqu'on aime rayonner, on s'est dit pourquoi pas, et on a fait une demande
à la ville de Baie-Saint-Paul, ici aux organisatrices du Carrefour Paul Médéric, et le projet a été accepté, donc ça donne une visibilité aussi. Et ce que je veux dire, c'est qu'au fond, il y a eu l'idée du thème de la forêt marine, mais vous allez sans doute constater, comme il nous accordait beaucoup plus d'espace que que l'espace original où on est installé, on déborde un peu du thème. Donc, il y aura des œuvres qui peut-être débordent un peu du thème. Donc, ne cherchez pas le troisième sens. Là, ce qui n'est pas forêt marine, c'est qu'au fond, on voulait quand même rendre l'espace intéressant puis donner une bonne visibilité à chacun des artistes. Bon. Puis je peux peut-être décrire brièvement, sans que ce soit trop didactique. La forêt marine, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un projet qui a été mis sur pied par le Musée maritime, conjointement avec la faculté de foresterie de l'Université Laval. C'est que l'idée, c'est qu'évidemment, il y a une tradition qui s'est perdue, la construction de goélettes en bois. Donc, l'idée, c'est de redonner... en fait, le sentier derrière la papeterie Saint-Gilles s'appelle d'ailleurs le sentier de la forêt marine, que je vous invite c'est un sentier très agréable où vous se baladez. Enfin, donc, l'idée, c'est de redonner la nature, en fait, redonner au droit, c'est ça, laisser pousser les espèces nobles qui étaient là à l'origine. Parce que maintenant, quand on le sait, quand les arbres sont abattus, bien, c'est du faux tremble, c'est d'autres espèces qui poussent. Donc, l'idée, c'est donner 350 ans à ce que la nature reprenne ses droits pour que les espèces nobles qui étaient là à l'origine puissent repousser et qu'on construira éventuellement dans 350 ans, je ne pense pas qu'on soit là, 2 goélettes de manière traditionnelle. Donc ça, c'était l'idée de départ de la forêt marine. Puis, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des artistes qui sont plus touchés personnellement par ce thème-là. Si on pense, par exemple, à Florentine Audet, je vais après ça, là, pour ne pas me tromper, j'ai une belle liste alphabétique de tous les artistes pour ne pas les oublier. Mais Florentine Audet, quand elle peint son bûcheron en bas, il faut savoir que c'est directement relié à sa vie personnelle. Parce qu'il faut savoir que son père a abattu des arbres dans le Mont-Sainte-Marie pour construire la dernière goélette traditionnelle qui est le Mont-Sainte-Marie, justement. Donc, c'est Florentine qui m'a appris ça. Puis elle m'a aussi appris une chose, c'est que ce n'est pas par hasard qu'on coupait les arbres en flanc de montagne, c'est qu'il y avait une courbe naturelle quand les arbres poussaient, puis qui se prête tout à fait à la construction de goélettes. Donc, enfin, c'est là qu'il y a vraiment un savoir-faire, il y a un patrimoine qui est là, qui doit continuer à être connu, diffusé. C'est vrai pour Florentine, c'est vrai pour Natacha Audette aussi, qui, son père a travaillé sur les bateaux, donc elle, c'est sûr qu'elle a vécu longtemps à Saint-Joseph-de-la-Rive, donc elle est directement liée à ce thème-là. Puis les Desgagnés aussi, on a Laurence Desgagnés parmi nous, qui est une jeune finissante au cégep de Limoilou en céramique, super artiste. Et puis en même temps, c'est pareil, quand on dit Desgagnés, bien évidemment, c'est toute la tradition de la mer et la construction de goélettes. Et on a Yves Desgagnés aussi, qui a une œuvre qui, avant de faire du théâtre, s'est intéressé à la peinture, puis il s'y remet. Donc il y a une œuvre de Yves Desgagnés en bas, où on voit un portrait de sa mère qui pense à son mari qui est parti en mer. Là, voilà. Et puis les autres artistes, parce qu'on est là aussi quand même, on se sent impliqué, c'est que ce que je veux dire, c'est que même si les autres artistes ne sont pas touchés d'une façon aussi personnelle, il reste que la nature est présente, elle est là, la forêt, la mer, donc nécessairement c'est omniprésent, puis sans même qu'on s'en rende compte, ça nous imprègne dans notre travail de création. Alors c'est ce que je pourrais dire, puis je vous invite, d'ailleurs, je vais nommer les artistes, puis il y en a 5 ou 6 qui sont ici, c'est l'occasion, puisqu'ils sont là, de les rencontrer. Voilà. Et puis évidemment, je remercie ceux qui ont travaillé fort là-dessus. Entre autres, bien, on a eu M. le maire lui-même qui est venu aider à livrer des œuvres. C'est quand même... Et puis Alex Pilote qui est absent, mais je tiens à le remercier publiquement aussi, parce qu'avec Alex Pilote, on a fait beaucoup de... toute l'installation en bas, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé à la mise en place de l'exposition. Et donc, les artistes. Florentine Audet, Natacha Audet. Je dis Audet, c'est que ma femme, c'est une Audet, mais en fait, bon, je ne partirai pas là-dessus. On va dire Audette. Parce que c'est ça, tout le monde dit Audet. C'est parce qu'elle est née aux Éboulements, puis depuis qu'elle a habité Montréal, c'était Mme Audet et non pas Audette, mais ici, elle est redevenue Audette, voilà. Alors, c'est ça. Lisette Bénard, Claude Chiasson, Capelier, qui est Kathleen Pelletier, en fait, son nom d'artiste, Capelier, Katrina Colburn, Laurence Desgagnés, Yves Desgagnés, Eddie Dion, Jacques Hébert, moi-même, Jean-Pierre Léger, Jean-François Lette, Gervais Martel, Alex Pilote, Jean-Michel Simard et Angelo Tremblay. Voilà, ça fait le tour. Je vous remercie de votre présence encore une fois. Puis merci aux organisateurs, aux gens du Carrefour Paul Médéric. On m'avait dit que c'était une super équipe. Et je peux vous le dire, avec Joanne Saint-Gelais, Pascal Pelletier, franchement, une belle équipe avec qui c'est agréable de travailler. Puis merci à la Ville de Baie-Saint-Paul de nous accueillir. Voilà. Merci, M. Léger. Évidemment, il y a aussi nos 2 expositions permanentes qui sont présentées au demi-étage, donc le Studio Trad, les techniques textiles de Charlevoix et Espace Baie-Saint-Paul, Expo Expérience. Donc, une sur les techniques textiles, on en présente 4 qui étaient plus présentes dans Charlevoix. Il y a même des stations d'initiation, vous pouvez essayer de les faire. Et de l'autre côté, ce sont des grands écrans tactiles qui vous permettent de découvrir l'histoire, le patrimoine et le dynamisme culturel de Baie-Saint-Paul.
On en profite aussi à cette période-ci de l'année pour lancer notre programme d'exposition. Dans le fond, la série d'exposition est la première série là, du programme que l'on lance. Donc, c'est un comité de sélection qui comprend les expositions à la bibliothèque, en fait, qui comprend des bénévoles, mais on fait le programme conjoint. Donc, les expositions ici au Carrefour culturel puis à la bibliothèque sont présentées en même temps, donc sont présentés dans le même programme. Alors, on a cette année 8 expositions à la bibliothèque qui vont être présentées et 14 au Carrefour culturel. Je vous invite évidemment à vous en prendre une copie. Il est disponible ici à l'accueil. Il est encore presque chaud. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je vous invite évidemment à aller rencontrer les artistes des autres expositions. N'hésitez pas à leur poser des questions. Ils sont là pour vous rencontrer. Ça va leur faire plaisir. Merci évidemment à mon équipe, Pascal Pelletier, Rénal Simard ainsi que Richard Ferland, qui est au montage d'exposition. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe. Et je vous invite évidemment à profiter du cocktail qui est offert par la ville de Baie-Saint-Paul. Bon après-midi. Je suis avec Donald Lavoie. On est à l'ouverture de nouvelle exposition pour la CLIC. Bonjour, Donald. Bonjour, Donald. Alors, parle-nous de la nouvelle exposition qui est ici pour la CLIC.
Au bien l'Atlic, on a décidé en 2014 de faire un thème sur le thème jaune. Jaune. C'est très spécifique, c'est original et ça a forcé probablement tous les membres du club de l'Atlic à aller chercher de l'originalité par les photos. Ça fait que c'est une exposition qui commence aujourd'hui, le 12, et qui va se terminer le 22 février. 22 février. L'Atlic, ça comporte combien de membres? L'Atlic a 35 membres. 35 membres. Aujourd'hui, il y a 14 personnes qui exposent les photos et on a 30 photos qui sont exposées au grand public aujourd'hui. Est-ce que c'est exclusivement des personnes de Baie-Saint-Paul? Non, l'Atlic comprend des membres de Charlevoix au complet, de Charlevoix-Est, Charlevoix-Ouest, et l'exposition comporte des gens des deux comtés, si on veut, à ce niveau-là, où les gens ont un plaisir de participer, puis le plaisir d'échanger des choses, puis le plaisir aussi d'exposer. Le but, c'est d'en arriver là aussi, puis d'échanger nos savoirs et nos plaisirs, en fin de compte. En ayant un thème comme, bon, la couleur jaune, on peut avoir des œuvres qui sont abstraites ou plus figuratives en photo. Est-ce qu'on peut parler comme ça dans ce oui, en photographie? On peut parler dans ce sens-là en photographie aussi, parce qu'on sait que la photographie, c'est la créativité en soi. Fait qu'il y a des gens qui ont fait vraiment de la photo vraiment classique en exploitant ce thème-là correctement, et il y en a d'autres qui l'ont exploité d'une façon encore plus artistique, si on veut. Fait que ça donne deux genres de volets de photos, mais je suis très impressionné par la qualité des photos et l'originalité, parce que au début, quand le thème avait été choisi jaune, on pensait qu'on allait limiter les gens à certaines orientations de photos, mais c'est le contraire qui s'est produit. Les gens ont mis en place leur créativité. On se rend compte, en regardant l'exposition, qu'on peut aller dans plusieurs avenues. Il peut y avoir plusieurs styles et plusieurs façons de faire, dans le fond. Oui, tu as tout à fait raison. Il y a différentes façons de faire. Puis les gens sont allés dans différentes avenues, autant avec des fruits, autant avec des paysages, autant avec des arbres, tout dépendant. Des objets. On voit un peu de toutes les variétés. Fait que c'est original de voir ça. Au niveau du groupement, quand vous faites des réunions, quand vous regroupez ensemble, à ce moment-là, comment ça se passe? Vous avez des ateliers, vous avez donné des conseils. Comment ça se passe? Bien, l'organisation, le CLIC, dans un premier temps, a un conseil d'administration. Okay, on est une corporation. Fait que la corporation, se donne des objectifs au courant de l'année. Durant l'année, on a des conseils techniques qui se donnent. Il y a des ateliers sur la photographie. Il y a des sorties qu'on fait à l'extérieur et qu'on explique aux gens. Quand arrive le temps de choisir des thèmes comme jaune, mettons un exemple, bien, leur conseil d'administration émet des idées sur des thèmes, mais quand on fait la réunion, les gens peuvent apporter d'autres idées et à ce moment-là, c'est lors de l'Assemblée générale que le thème se décide au niveau pour la prochaine année. C'est un peu de cette façon-là qu'on fait pour donner une ouverture aux gens d'avoir des choix à faire à ce niveau-là. Bon, maintenant, c'est sûr qu'en photographie, il y a beaucoup l'avenue de l'appareil numérique, tout ça. Quelqu'un qui a un appareil, lui, qui est conventionnel, argentique, là, qui n'est pas numérique, est-ce qu'il peut venir aussi dans le club ou c'est seulement pour quelqu'un qui a un appareil numérique à ce moment-là? C'est une bonne question que tu me poses. Tu sais, on est dans un ère de changement. Hein? Tu sais, avant, on avait nos anciens avec nos bobines, tout ça. Au moment qu'on se parle, il y a des gens qui en font encore un peu dans ce sens-là. Puis maintenant, c'est beaucoup le numérique. Mais je dis aux gens, vous pouvez venir au club de photo, il n'y a aucun problème à ce moment-là. Parce que nous, c'est de la technique qu'on donne, puis des ateliers qu'on donne. Des conseils. Des conseils pratiques pour que les gens avancent à ce niveau-là. Comme au début de l'année prochaine, il va y avoir un atelier en 2016 où chacun va venir avec son appareil, peu importe le type d'appareil qu'il va y avoir. Il va y avoir un technicien qui va expliquer son appareil avec lui pour mieux le comprendre. Parce qu'on sait que même si c'est rendu numérique, les appareils sont de plus en plus complexes, sophistiqués. Fait que là, on va mettre un atelier avec des spécialistes pour expliquer en profondeur plus les gens dans les premiers pas pour maîtriser leur appareil. Fait que, ça soit numérique ou pas numérique, mais la tendance s'en va beaucoup vers le numérique. Mais on accepte les gens parce que, dans le premier lieu, si on crée un club de photos, c'est de partager notre passion et d'avoir du fun ensemble. C'est un peu dans cette optique-là qu'on s'en va, puis de partager toute nos connaissances. Partager un hobby, dans le fond. Oui, partager un hobby, oui. Quand vous avez ces ateliers-là, est-ce que vous en tenez seulement à l'appareil photographique ou vous allez plus loin comme les logiciels de retouche de photos
ou des choses comme ça. Est-ce que vous allez plus loin en ce sens-là? Oui, on travaille au niveau de l'appareil, on fait des sorties, mais aussi maintenant, aussi, on est quasiment obligé maintenant, les appareils sont très sophistiqués et on va même à des cours de photos techniques là, directement sur les ordinateurs pour manipuler les photos, organiser les photos, les classer, les arranger, les mettre dans l'ordinateur, ou aussi les modifier. Il fait de la créativité parce que l'ordinateur sert aussi à aider à faire une créativité par rapport à ta photo. Fait qu'il y a un logiciel, nous, qu'on se sert de beaucoup au niveau du club et qu'on conseille aux membres de plus en plus. C'est Lightroom. Lightroom est un logiciel où la plupart des gens du club se servent de Lightroom pour aider à leurs photos. Est-ce que c'est à ce moment-là un logiciel standard qui est comme reconnu par les photographes pour dire, bien, c'est ce logiciel-là qu'on utilise parce qu'il y a Photoshop qui existe, il y a plein de logiciels de retouche d'image qui existent. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui est spécifique, on dit, ce logiciel-là, servez-vous-en? Tu as raison quand tu dis qu'il y a plusieurs logiciels à ce niveau-là, mais d'après mes connaissances à moi, puis d'après les connaissances d'autres personnes qui sont dans le club, où on fait beaucoup de lectures, maintenant il y a beaucoup d'informations. Ouais. Lightroom est le programme plus facile à utiliser et qui va chercher le maximum que tu peux aller chercher pour donner une photo différente. Sans se perdre trop dans les menus. Sans se perdre trop, parce que les menus ne sont pas compliqués, il est tout en français. Et les appareils d'ordinateur le prennent, mais Lightroom est l'outil nécessaire là, pour aider là. Toi, Donald, ça fait plusieurs années que tu es dans le club. Moi, j'ai été le premier président du club de photo. Ça fait quand même longtemps. Tu es comme un membre fondateur, dans le fond. Oui, je suis comme un membre fondateur. Et depuis, là, c'est ma première année comme président. Je suis revenu après 26 ans. J'ai toujours été dans le club. J'ai toujours fait de la photo, mais j'avais lâché le conseil d'administration. Et là, l'an passé, j'ai décidé de revenir, puis on a lancé ça sur la même formule que c'était. C'était très bien avant aussi, ça allait très, très bien. Même à un moment donné, ça prend comme du changement pour avoir du plaisir, puis les gens étaient prêts à laisser leur place pour du changement. Ça fait que j'ai décidé de me réinvestir parce que pour moi, c'est une passion. Moi, ça fait très longtemps que je fais de la photo, puis j'essaie de partager avec les gens qu'on a, le plaisir qu'on a à partager nos conseils, puis tout ça. Au niveau du recrutement, si quelqu'un est interpellé et dit « Bien, moi, j'ai un appareil photographique, j'en fais un petit peu, mais j'aimerais ça pouvoir en apprendre, j'aimerais ça m'intégrer justement dans le club. » Est-ce qu'il y a ces possibilités de venir puis de rentrer dans le club à ce moment-là? Oui, tous les gens, là, regardez, le club de photo s'adresse à toutes les catégories de personnes. On n'est pas là pour juger, dire « Tu es un professionnel, tu es un amateur, tu es un commençant ». On part toujours par le début en disant « On a une passion, c'est la photographie ». Fait que les gens qui veulent venir, ne soyez pas gênés de venir, faites-vous un plaisir de venir pour apprendre des choses. On a la chance d'avoir un club de photo dans Charlevoix, puis de partager des connaissances avec des gens qui sont très avancés à ce niveau-là. Puis on le fait comme passion. Hein? C'est une passion de la photographie. Fait que tous les gens là, qui aient, comme tu disais, appareils, différentes sortes d'appareils, ça va nous faire plaisir. Nous, c'est d'avoir du plaisir ensemble, de faire des sorties ensemble, de faire des expositions, puis de partager notre passion. C'est un peu ça le but. Puis on s'entend que, bon, on n'est pas obligé d'avoir un appareil de 20 000 $ pour venir dans le club. Non, vous pouvez vous acheter le plus petit appareil de voyage que vous voulez aller faire, ça fait aussi bien de la bonne photo. Même à la limite, ça peut être avec un téléphone intelligent. Un téléphone intelligent, oui. Les gens peuvent venir parce que c'est de la photographie maintenant. Puis on essaye de ça. Les gens qui vont commencer par un téléphone intelligent, c'est sûr qu'on va leur dire, ça prend de très bonnes photos directement, sauf que le problème, quand on va arriver en impression, bien là, on n'aura pas de belle impression. Fait que là, on explique aux gens les étapes et pourquoi on a tel appareil et pourquoi on serait mieux d'aller là. Fait qu'il y a différents types d'ajustements à faire. Mais quelqu'un qui veut faire de la photo, puis participer avec un club, faire des sorties, bien, peu importe l'appareil qu'il y a, nous, ça va nous faire plaisir. Puis il y aura des conseils, comme je dis, on est un club. Un club, ça a comme passion de partager ses connaissances, ses passions, son plaisir, c'est un peu ça. Parce que toi, bon, ça fait longtemps que tu en fais. C'est pas nécessaire d'avoir un appareil extrêmement dispendieux pour faire une bonne photo. Non, il y a des appareils de tout prix. Il y en a à 100 $, puis il y en a à 200, puis il y en a à 7 000 $, puis il y a 10 000 $. Mais nous, on n'en regarde pas ça. Le but, c'est pas ça, nous, d'en regarder l'appareil. On va suggérer aux gens des choix d'appareils, ce qu'ils veulent faire. S'ils viennent nous voir dans un premier temps, on va dire, c'est quoi que tu veux prendre avec ton appareil, c'est quoi qui t'intéresse le plus. Fait que là, on peut orienter les gens, mais on ne force pas les gens à acheter tel appareil, tel autre sorte d'appareil. C'est libre à eux, mais on peut les conseiller ce qui serait le mieux dans leur passion à faire. Si tu veux faire de l'animalerie ou des oiseaux, bien, on va dire telle sorte d'appareil, telle sorte de lentille. Si tu veux faire du paysage, bien, on va dire, bien, ça va te prendre un grand angle avec telle sorte de caméra.
Mais si tu pars en voyage, on va dire un simple petit appareil tout petit, va faire ton affaire dans ta poche quand tu t'en vas faire de la plage, puis ça va faire aussi. Là. Pas risquer de le perdre non plus. Exactement, Parce exactement. C'est moins triste quand on perd un appareil qui vaut beaucoup d'argent qu'un appareil qui n'a pas beaucoup dépensé. Oui. Et quel conseil tu donnerais, mettons, pour quelqu'un qui commence pour dire faire une bonne photo? Ça serait quoi? Bien, pour faire une bonne photo, la première des choses, le premier conseil, je te dirais, il faut lire notre livre d'instruction. Connaître un peu son appareil à la base, pour commencer, puis qu'est-ce qu'elle peut donner comme résultat. La deuxième chose qu'on fait, c'est beaucoup par essai et erreur aussi, hein, parce que chaque appareil a ses forces puis ses faiblesses, si on veut. Ouais. Mais les premiers conseils, c'est de cliquer. Moi, pour en faire. Si quelqu'un a un appareil photo, puis il prend peu de photos, bien, il y a peu de connaissances à développer, à connaître son appareil, puis il y a peu de connaissances à avoir des résultats. Fait que pour devenir bon en photographie, il faut en apprendre la photographie puis faire des tests à ce niveau-là. Puis un coup qu'on a compris ça, prendre de la photo, après ça, on commence à regarder les mises au point, le cadrage, la profondeur de champ, les objectifs qu'on peut y ajouter. C'est toutes des étapes au fur et à mesure qu'on avance. Puis en dernier, on devient avec des photographes qui deviennent avec des spécialisations. Il y en a qui sont très bons en sport, il y en a qui sont très bons en paysage, il y en a qui sont très bons en portrait, des petits objets. Fait que chacun vient développer un peu son expertise. Comme on peut être tout global. Moi, je me considère comme un photographe qui est un peu global. Je n'ai pas de spécialisé, mais j'aime un peu tout essayer. Okay. Fait que c'est un peu dans ce sens-là. Puis ça vient au fur et à mesure qu'on en fait. Mais c'est pas sorcier la photo, là. Plus tu en fais, plus tu viens bon. C'est l'expérience. L'expérience, oui. Et bon, cette exposition ici à la bibliothèque, ça va jusqu'au mois de février. Après ça, au mois de février, il se passe de quoi de spécial? Oui, là, au mois de... Bien, juste avant le mois de février, j'inviterai la population, les gens, là, puis les gens qui font partie des clubs, qui sont intéressés à venir dans le club l'Atlic, puis à être membres, le 19 mars à 19h, à la bibliothèque ici, il va y avoir une assemblée générale. OK, de l'Atlic, ça fait... Tout le monde est bienvenu. Plus on va avoir du monde, mieux c'est. Membre ou pas membre, c'est ouvert à tout le public. Puis les gens qui, à ce moment-là, veulent faire partie de l'Atlic vont pouvoir le faire. Les gens qui vont pouvoir donner nos idées vont pouvoir le faire aussi. Fait que le 19, c'est une date bien importante. C'est là qu'on va dévoiler les nouvelles orientations du club et dans quelle orientation qu'on va aller à ce moment-là. Ça se fait le 19. Fait que j'invite tous les gens qui sont intéressés à faire partie de l'Atlic, là, puis donner des opinions, puis aller d'avant là-dedans. Ça va faire un plaisir de vous accueillir. Ça commence à 18h, puis à 19h, on va avoir la réunion. OK? Une grosse exposition aussi qui va s'en venir après notre Assemblée générale, ça va être sur le thème le fleuve. C'est un échange qui s'est fait avec la France. Okay. Et la France, le fleuve, le thème, c'était le fleuve. Mm-hmm. Et à ce niveau-là, il y a eu déjà une exposition qui a déjà fait au mois de juillet, à août et septembre en Europe, sur le thème fleuve, les estuaires. Parce que les autres, ils ont la Gironde, puis nous autres, on a le fleuve Saint-Laurent. Okay. Fait qu'on a décidé de faire l'estuaire ensemble. Fait qu'à ce concours-là, on a exposé là-bas. Et maintenant, ça va être les Français qui vont venir exposer ici, au Centre Paul Médéric, à partir de février, fin février, début mars, là, il va y avoir un échange au niveau du photographique. Mais là, à ce moment-là, est-ce que c'est seulement des photos des Français ou ça va être des photos des Français et des membres ici de l'Atlic? Quand on est allé exposer là-bas, on avait les Français et les Québécois. Et là, ça va être la même chose. Ça va être les Français et les Québécois qui vont être ici. On va avoir un entour de 65 à 75 photos qui vont être exposées au Centre Paul Médéric, de toutes de grandeur 16 par 20. Et puis là-bas, elle a connu un succès. Il a passé au-delà de 8000 personnes là-bas durant sa période d'exposition. Fait qu'ici, ça devait devenir un thème ici à la bibliothèque. Et par la suite, pas à la bibliothèque, excusez-moi, au Centre Paul Médéric, et au Carrefour culturel. Et par la suite, elle va être exposée aussi à la Malbaie. Okay. Dans le secteur de la Malbaie, cette exposition-là. C'est une exposition d'ampleur qu'on a mis en place. Pour l'Atlic, est-ce que c'est la première expérience d'échanger comme ça avec un autre club? On a déjà échangé dans des clubs de Québec, mais avec la France, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on échangeait. Fait qu'il y a eu un travail à peu près 3-4 mois d'avant avec les règlements, la grandeur de l'exposition, le nombre de photos qui étaient exposées, le nombre qu'on pouvait envoyer. Puis il y a eu des sélections des jurys aussi. Il y a eu un jury ici au niveau du club pour choisir les photos qu'on allait envoyer là-bas.
qui répondaient aux normes. Et là-bas aussi, on choisit directement. Ça fait que ça devenait comme une exposition à un niveau assez élevé. C'est la première fois que l'athlète vit une expérience. Et ça a été fort agréable parce qu'on a eu de très bons échanges. Puis c'est là que ça a amené un échange culturel en plus avec ici le club. Là. Fait on en est très fiers de ça. Félicitations. Alors, on invite les gens à l'exposition ici. Oui, le premier temps. Oui, on invite. Jusqu'à quand déjà? Jusqu'au 28 février. Fait qu'on invite les gens à venir à l'exposition sur le thème jaune et laissez vos commentaires, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Puis ne soyez pas gênés. Si vous voulez venir à l'athlète, gênez-vous pas, ça nous fera toujours un plaisir de vous rendre service puis de partager nos passions. Merci, Donald, à bientôt. C'est avec plaisir. Merci. Super. C'est ce qui conclut notre émission pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné envie de venir visiter les 3 nouvelles expositions. Bien sûr, j'ai toujours nos 2 expositions permanentes, soit ici, le Studio Trad, sur les techniques traditionnelles textiles de Charlevoix, ainsi que Espace Baie-Saint-Paul sur le patrimoine, l'histoire de Baie-Saint-Paul et des environs. Veuillez noter que le Carrefour culturel sera ouvert jusqu'au 30 décembre, du mardi au dimanche, de 10h à 17h. À partir du 3 janvier, il sera ouvert du jeudi au dimanche, de 10h à 17h. Bien sûr, on va être fermé dans le temps des fêtes, donc le 24, 25, 26 décembre, ça sera fermé. Le 31 décembre, 1er et 2 janvier également, ce sera fermé. Alors, je vous remercie, je vous invite à venir nous visiter. Au revoir.